Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. Océane reçoit la doctoresse Émilie Liot, médecin adjointe du service de chirurgie viscérale, spécialiste en coloproctologie aux hôpitaux universitaires de Genève, pour un épisode en 2 parties sur le thème de l'incontinence anale. Ce premier épisode introduira le sujet et les mécanismes physiopathologiques. Bonjour Dr Liot et merci d'avoir accepté de participer à notre chaîne podcast aujourd'hui. On est ravis de vous recevoir sur le plateau du micro des gynécos. Bonjour Océane et je vous remercie pour l'invitation. Je suis également ravie d'être ici avec vous. On profite de votre expertise pour discuter aujourd'hui incontinence anale et en particulier, on pourrait commencer par, si vous voulez bien, quelques mots de définition mais aussi d'épidémiologie. Alors, l'incontinence anale, c'est la perte involontaire de gaz, de sels liquides et ou de sels solides. Et cette incontinence anale, elle survient de nouveau après un accouchement dans environ 13% des cas, ce qui est un chiffre assez élevé après un premier accouchement. Et on estime qu'elle survient dans 6% des cas après un deuxième accouchement. Alors, ces chiffres peuvent paraître alarmants à première vue, mais il faut savoir qu'un grand nombre de patientes présentent uniquement une incontinence au gaz et non pas une incontinence au sel, liquide ou solide, et surtout que cette incontinence va régresser dans les mois qui vont suivre l'accouchement, et il ne restera qu'un très faible nombre de patientes qui souffriront d'incontinence anale 1 année après l'accouchement. Est-ce qu'on connaît les mécanismes physiopathologiques qui mènent à une incontinence anale ? On peut identifier 2 types principaux de mécanismes qui mènent à l'incontinence anale. Le premier, c'est la lésion nerveuse, et le deuxième, c'est la lésion musculaire. La lésion nerveuse, c'est en fait la lésion du nerf pudendal, qui est le nerf moteur et sensitif d'une grande partie du périnée. C'est en particulier le nerf qui innerve la sangle puborectale et le sphincter externe. Et lorsque ce nerf est lésé durant un accouchement, en particulier, il peut être étiré au moment du passage du bébé, eh bien, à ce moment-là, cette lésion va provoquer une incontinence anale. On a pu constater que cette incontinence anale due à la lésion du nerf, elle est réversible. C'est-à-dire que si on s'intéresse à l'incontinence anale des patientes qui ont subi une lésion du nerf pudendal, eh bien, cette incontinence va régresser dans les 2 mois qui suivent l'accouchement. C'est une lésion qu'on observe d'ailleurs uniquement chez les patientes qui ont accouché par voie basse. Les patientes qui accouchent par césarienne n'ont aucune lésion du nerf pudendal, de même que les femmes qui n'ont pas eu d'accouchement. Et puis, le deuxième mécanisme qui peut mener à une incontinence anale, c'est la lésion musculaire, en particulier la lésion du sphincter interne et du sphincter externe, mais également du muscle releveur de l'anus. Cette lésion va être irréversible et le seul moyen de corriger la lésion anatomique, ça va être la reconstruction dont on parlera probablement un peu plus tard. Ensuite, on peut observer chez un certain nombre de patientes une lésion à la fois nerveuse et musculaire, bien sûr. D'ailleurs, est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs, de manière générale, les facteurs favorisant la survenue d'une incontinence anale dans un contexte obstétrical ? Alors, si on s'intéresse dans un premier temps aux facteurs de risque de lésions nerveuses, eh bien, l'utilisation du forceps est à situer comme premier facteur de risque de lésion nerveuse. On sait également qu'un premier accouchement est plus à risque d'entraîner une lésion du nerf pudendal, de même qu'un poids de l'enfant supérieur à 4 kg et une durée d'expulsion prolongée. Quand on s'intéresse aux lésions musculaires, là, le forceps est également joue également un rôle important dans la survenue de lésions musculaires. Et puis, la péridurale ainsi que l'expulsion prolongée jouent un rôle dans la survenue de ces lésions. On a également remarqué que l'expérience de l'obstétricien est primordiale pour limiter les lésions musculaires lors des accouchements. Oui, c'est vrai qu'on s'y attend pour l'expérience. Et concernant la péridurale, vous voulez dire la présence de la péridurale qui serait liée à la survenue d'une incontinence anale ou l'absence ? La présence. La présence de la péridurale, probablement par l'absence de contrôle du périnée lors de l'accouchement. Oui, d'accord, très bien, merci. Donc finalement, si on résume les facteurs de risque d'incontinence anale liés à un accouchement, eh bien
la déchirure périnéale est un facteur essentiel et d'autant plus que la déchirure sera importante, c'est-à-dire que si la déchirure périnéale atteint les sphincters et encore plus dans les cas des LOSA 3C et 4, eh bien, le risque d'incontinence est majeur. On observe 10% d'incontinence anale 6 ans après un accouchement s'il y a eu une lésion des sphincters, contre 3% s'il n'y a pas de lésion des sphincters lors de l'accouchement. Et puis les forceps qui sont un facteur de risque qui multiplie le risque d'incontinence par 4 à 7 selon les études. Oui, des indications à bien poser, du coup. Vous avez évoqué la déchirure 3C. On a l'habitude d'entendre, je sais pas ce que vous en pensez, que la 3C, elle est plus liée à l'incontinence passive, alors, enfin, les lésions du sphincter interne, alors que les lésions du sphincter externe sont plutôt liées de manière générale à l'incontinence active. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque le sphincter, donc pour les lésions 3A, 3B, c'est le sphincter externe qui est touché, alors que pour les lésions 3C, c'est le sphincter interne qui est également incriminé. Et on sait que le sphincter externe est le sphincter que l'on peut contrôler, qui est donc contrôlé de façon volontaire par le nerf pudendal, alors que le sphincter interne, lui, dépend du système nerveux autonome. Donc, il participe à la continence passive. Donc, la lésion du sphincter interne va entraîner une incapacité à maintenir le sphincter complètement fermé et donc avec une pression de base du sphincter qui va être diminuée, ce qui va entraîner une incontinence passive. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur les moyens de prévention qui sont à notre disposition concernant cette situation? Alors, probablement que la première chose à faire pour limiter les lésions nerveuses et musculaires lors de l'accouchement, c'est de limiter l'utilisation du forceps. Peut-être qu'il faut préférer la ventouse lorsque ceci est possible. Ensuite, il faut avoir des obstétriciens formés, obstétriciens ou personnel en salle d'accouchement formés et reconnaissant les lésions pour pouvoir les prendre en charge de façon adaptée, parce que c'est également un point essentiel, la prise en charge des lésions lorsque celles-ci surviennent. Est-ce que vous savez par hasard, en termes, surtout parce qu'on l'a évoqué dans les facteurs de risque, l'expérience, si ce qu'on utilise en général comme cut-off dans la littérature, comme nombre d'actes ou comment ils définissent un praticien expérimenté, vous savez ou pas? Alors honnêtement, je ne sais pas. Dans la littérature qui est souvent mentionnée, il parlait d'un obstétricien ou d'une sage-femme expérimentée, mais sans mentionner le nombre précis d'actes réalisés. Oui, de manière générale, oui. D'accord, d'accord. Donc oui, je vous disais, donc la formation des obstétriciens est essentielle pour diminuer le nombre de cas et surtout les reconnaître et les prendre en charge de façon adaptée. L'utilisation contrôlée des forceps est également un point important. Ensuite, l'épisiotomie, quand doit être utilisée avec modération et surtout en évitant l'épisiotomie médio-latérale, qui est également une source reconnue de lésions sphinctériennes. Et puis, il faut peut-être discuter également du mode d'accouchement futur des patientes qui ont déjà une incontinence anale après un premier accouchement. Oui, on a fait un épisode sur ce thème qu'on pourra inviter nos auditeurs à écouter. Concernant l'épisiotomie, vous voulez dire l'épisiotomie médiane? Non, c'est ça, voilà, on préfère la latérale. On préfère l'épisiotomie médio-latérale à l'épisiotomie médiane, exactement. Oui, oui, non, on vous avait comprise. En général, à quel moment se manifeste l'incontinence anale par rapport à l'accouchement? Alors, l'incontinence anale va se manifester très rapidement après l'accouchement, mais il faut noter qu'elle va récupérer aussi très rapidement. C'est-à-dire que les lésions, en particulier les lésions d'étirement du nerf, vont récupérer dans les 2 mois qui vont suivre l'accouchement. Donc, une incontinence anale manifeste dans les semaines, mois qui suivent l'accouchement ne signifie pas que la patiente restera incontinente à vie. Vous réévaluez vers 1 an avant d'aller plus loin que la rééducation ou à quel moment on doit vous référer les patients en tout cas? Je dirais que tout dépend de la situation. Lorsqu'il s'agit d'une lésion sphinctérienne avérée, reconnue pendant au décours de l'accouchement, et que celle-ci a pu être prise en charge, eh bien là, il est peut-être intéressant de référer les patientes assez rapidement dans les 3 mois qui suivent l'accouchement pour
pour pouvoir les prendre en charge et si en cas de complications locales, par exemple, qui sont reconnues comme étant un facteur de risque d'incontinence anale persistante. Complications de type infection, etc. Vous voulez dire suite à une déchirure évoluée? Exactement. En revanche, s'il n'y a pas eu de lésion diagnostiquée lors de l'accouchement et qu'il n'y a pas de doute sur la présence d'une lésion sphinctérienne, alors on peut se permettre d'attendre un petit peu plus longtemps que la patiente récupère avant d'envisager une éventuelle intervention chirurgicale. En revanche, pour ce qui est de la physiothérapie postpartum, elle a sa place, je pense, après tout type d'accouchement afin de renforcer le périnée. Et en cas de lésion sphinctérienne, du coup, même en l'absence de complications suite à la réparation, ça vaut le coup de vous les adresser relativement précocement, c'est ça, hein? Je dirais que ça dépend de la clinique. Une patiente qui est incontinente, qui a encore des symptômes persistants, oui, il faut l'adresser pour la suite de sa prise en charge. En revanche, en absence de symptômes d'incontinence après une réparation sphinctérienne, même pour un LOSA 3C ou 4, il n'est pas nécessaire d'adresser la patiente en consultation. Très bien. Merci beaucoup pour cet épisode. C'était très clair. Au plaisir de vous recevoir à nouveau pour la suite. Je vous remercie. Au revoir, à bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.